Bon, bonjour et bonne année, comme on dit. Bonne dure année 2012. Amusez-vous bien. Bon, alors, puisque l'année sera pas facile, commençons par l'encyclique Fides et Ratio, foi et raison, de Jean-Paul II, qui pose, qu'est-ce qu'il vient faire là, Jean-Paul II? Que la foi et la raison sont indissociables, comme le sont des ailes, qui dit comme deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. Voilà. Ça vous rappelle rien? Hein? C'est la mêlée de Phèdre qui va nous conduire vers là-haut, le soleil de la vérité de la République. Il faudrait donc toujours deux ailes. On me dira, mais non, il y a le deltaplane, justement. Pas besoin de deux ailes, il suffit d'avoir un guidon. Ou encore, il y a le parachute attentionnel. Il y a deux parachutes, il y a de l'air qui monte, mais il n'y a pas deux ailes. Mais précisément, le parachute ascensionnel, ça n'est pas... D'abord, ce n'est pas un deltaplane, et ça n'est justement pas une aile. Ça tombe. Les ailes, ça permet de monter. Alors vous allez me dire, si le parachute attentionnel, ça permet de monter aussi, oui, mais c'est le vent qui me porte. En fait, un deltaplane est bien constitué de deux ailes. Mais ces deux ailes ne se rejoignent pas sur le corps vivant, volant. Elles sont reliées par une armature, qui est aussi donc une sorte de guidon. Et le deltaplane est une espèce de vélo, sans route, ni chemin tracé d'avance, qui s'appuie sur deux ailes nervurées, comme vous les voilà, et qui ressemblent beaucoup à celles-ci, qui sont celles de Léonard de Vinci. Qui s'appuie sur deux ailes nervurées et sur l'air, dont nous parle Emmanuel Kant, en disant que la colombe ne vole évidemment pas dans le vide, mais en battant des ailes, dans l'air, qui par le fait même devient porteur. L'air devient porteur, parce qu'en battant les ailes, la colombe donne de la consistance à l'air qui devient solide, et bien plus encore lorsqu'il s'agit évidemment d'un avion, comme celui-ci vole à 900 km/h, c'est un Boeing, qui approche 1000 km/h, et où là, l'air, si vous sortez votre main, elle est arrachée par l'air, car c'est pas de l'air, c'est devenu de l'acier, en réalité. C'est un rail sur lequel vole l'avion, à cette vitesse-là. Mais c'est aussi solide, si vous voulez, que l'asphalte de Saint-Sever, où roule ce cycliste. Saint-Sever, je signale aux Parigots qui sont là, ou aux Lillois, puisque c'est à 100 km d'ici, dans l'Indre, et c'est là qu'a été tourné Jour de fête de Jacques Tati. Il y a un musée, vous pouvez y aller. Quoi qu'il en soit, comme nous dit Kant, lorsque nous levons les yeux au ciel, n'oublions jamais que la colombe légère, lorsque, dans son libre vol, elle fend l'air dont elle sent la résistance, pourrait s'imaginer qu'elle réussirait bien mieux encore dans le vide, bien entendu. Voilà la grande illusion métaphysique. C'est pour introduire la critique de la métaphysique que Kant dit cela. N'oubliez jamais que l'air que vous ne voyez pas est là, et ça n'est pas du vide. La colombe qui s'imaginerait pouvoir se passer de l'air et voler encore mieux s'il n'y avait même plus d'air se trompe totalement. Dans l'air, il ne peut rien se passer. Dans le vide, il ne se passe rien. En tout cas pour une colombe. Il se passe des choses pour des photons, par exemple, mais pas pour une colombe. Quant à nous, souvenons-nous donc qu'il faut deux ailes pour voler. Mais qu'est-ce qui donne envie de voler? Non pas de voler une banque, ou d'aller voler le feu, là-haut dans l'Olympe. Ça c'est l'Olympe, c'est le mont Olympe. Ou pour les Grecs, là-haut dans les nuages, au-dessus, il doit y avoir Zeus, Héphaïstos, là où Prométhée va voler le feu. Non pas en braquant avec une pistolet, mais en disant, il rentre et il dérobe le feu.
Qu'est-ce qui nous donne envie, sinon de voler, mais de s'élever? Qu'est-ce qui nous donne envie de nous élever? C'est la question d'aujourd'hui, de ce cours. Aujourd'hui, nous allons nous tourner vers les hauteurs. Nous allons regarder en haut, comme les fidèles qui tournent leur regard vers le ciel. Ça, c'est saint François. Non seulement pour y admirer les sommets montagneux, en voilà un grand, c'est le plus haut du monde, c'est l'Everest. Non seulement pour regarder les avions qui sont magnifiques, on en voit d'ailleurs au-dessus d'Épineuil qui passent régulièrement. Et vous avez peut-être vu un film de Godard où il y a un avion qui passe dans le ciel, c'est superbe. Non seulement pour regarder les oiseaux, la colombe de Kant par exemple, ou ce qui dépasse les oiseaux, les étoiles, ou même ce qui dépasse les étoiles. Ça, c'est le ciel étoilé. Mais au-delà des étoiles même, il y a quelque chose. Vers quoi nous nous tournons. Et régulièrement, nous levons les yeux, nous nous élevons. Gilbert Simondon, dont je vous reparlerai peut-être à ce sujet bientôt, dit « Dès qu'il y a la moindre hauteur, nous avons envie d'y grimper. » Et vers quoi est-ce que nous voulons nous élever? Non seulement vers les étoiles, mais plus loin que les étoiles, vers l'infini. Je ne cesse de vous dire, depuis 1 an et demi dans ce cours, au risque d'en devenir lassant, enfin, non, je ne cesse de vous dire depuis le début de ce cours, depuis le mois de septembre, on a commencé en septembre, au risque d'en devenir lassant, que La République de Platon, le livre de Platon qui s'appelle La République, le dialogue, disons, est un revirement. Un revirement quant au sens de l'aletheia, de ce que nous traduisons généralement par vérité, aletheia. C'est un revirement quant à tout ce qui aura, à mon avis, constitué depuis le 7e siècle avant notre ère le destin de la Grèce tragique. C'est-à-dire l'origine prométhéenne de la civilisation grecque. Car vous vous en souvenez, je vous l'ai dit, même si vous n'avez pas suivi le cours de l'an passé, si vous avez suivi le cours de cette année, vous vous souvenez que Jean-Pierre Vernant soutient que le dieu des Grecs, en fait, c'est Prométhée. Bien entendu, Prométhée sans Zeus n'a pas de sens. Parce que Prométhée est celui qui vient léser Zeus, qui vient le blesser, l'offusquer même. Mais sans Prométhée, il n'y a pas de Zeus. Et Vernant nous dit, la vraie question, je ne dis pas religieuse de la Grèce, parce que pour moi il n'y a pas de religion grecque, mais la vraie question de la piété grecque, c'est-à-dire de la différence entre le sacré et le profane, c'est ça la question de la piété. Être pieux, c'est savoir qu'il y a des choses sacrées qui nous dépassent. Quand je dis qu'elles nous dépassent, ça ne veut pas dire que nous sommes voués à ne rien comprendre à quoi que ce soit. Ni même d'ailleurs que ces choses seraient transcendantes, c'est-à-dire qu'elles seraient hors de nous, dans un autre monde, etc. Non, mais il y a des choses qui nous dépassent en nous-mêmes. C'est ce qui fait d'ailleurs que nous nous dépassons nous-mêmes. Car pour se dépasser soi-même, il faut être dépassé par soi-même. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Si vous n'êtes pas capable de vous dépasser, c'est-à-dire d'être dépassé par vous-même, vous ne pouvez pas vous dépasser. C'est tout bête. C'est tout bête, mais il faut réfléchir à ce que ça veut dire. Quoi qu'il en soit, j'y reviendrai. Quoi qu'il en soit, chez les Grecs, l'expérience du dépassement, c'est celle-là, c'est celle de Prométhée. Et ça passe par une question du rapport à la technique, c'est-à-dire à l'hubris, à la violence, mais aussi à l'invention, à la création, à l'art, etc. Car tout ça, techné, ça veut dire tout ça en grec. Et vous le savez, cette question de la techné, du rapport à la technique, à Prométhée, dans la pratique pieuse des Grecs tragiques, des Grecs anciens, ce qui est encore le cas de Socrate et même de Platon, parce que Platon, dans la lettre 9, je crois, dit
quand je suis allé au mystère d'Éleusis, etc., etc., il parle à quelqu'un, il dit, quand nous étions ensemble au mystère d'Éleusis, tu te souviens, nous avions dit ça. Donc Platon lui-même allait au mystère d'Éleusis. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font, ces gens qui vont au mystère d'Éleusis? Ils célèbrent la mémoire de Perséphone et du mythe de Perséphone. Et vous vous en souvenez, dans le Ménon, qui est pour moi le grand dialogue, où Platon commence à apparaître comme le grand Platon, le très grand Platon, eh bien, c'est ce mythe qui est convoqué. C'est ce mythe qui est convoqué pour répondre à la question comment peut-on savoir quelque chose qu'on ne sait pas déjà? Ou plutôt, comment peut-on apprendre qu'on savait quelque chose dont on ne savait pas qu'on le savait? Et ça, c'est une question que Platon, dans Ménon, ancre, installe, appuie dans la tradition des mystères d'Éleusis. Voilà Éleusis, vous pouvez y aller, c'est comme ça en ce moment. Et là, c'est là qu'elle est. Il est allé là, Platon, avec Socrate, avec tout le monde, Sophocle, tous les Grecs sont allés là. Dans les mystères d'Éleusis, qu'est-ce que l'on célèbre? La mémoire du mythe de Perséphone. Je ne vais pas vous le redire, je vous l'ai raconté 50 fois, ce mythe. Et simplement, ce que je voudrais dire, c'est que ce mythe de Perséphone nous rappelle ce que c'est que l'Hadès. Qu'est-ce que c'est que l'Hadès? Ce qu'on traduit souvent par enfer. Et pourquoi pas, mais il faut bien comprendre qu'enfer, ici, ça n'a pas le sens du tout chrétien du mot enfer, qui d'ailleurs n'est pas chrétien. Enfin, il n'est pas évangélique. Les enfers, c'est une invention tardive du christianisme. On trouve la question de l'enfer dans la Bible, mais les évangiles ne parlent pas d'enfer. Et quoi qu'il en soit, quand on traduit Hadès par enfer, chez les Grecs, ça ne veut pas du tout dire le lieu où on est puni de ses péchés, etc. Non, ça veut dire tout simplement ce qui est à l'ombre, sous terre. C'est ça que ça veut dire enfer, c'est souterrain. Et d'ailleurs, les chrétiens ont repris ça au grec aussi, cette idée du souterrain. Souterrain, c'est-à-dire sédimentaire, c'est-à-dire c'est l'humus, c'est là, c'est le sol. Et de quoi est constitué ce sol? Il n'est pas simplement constitué comme là de marne, de calcaire, de limon et d'humus. Il est constitué de rétention secondaire et tertiaire collectives. Vous vous souvenez, j'ai parlé de ça, les rétentions secondaires collectives, les mots que j'emploie par exemple que vous comprenez tous ici à peu près, sauf peut-être ceux-là justement, parce que ces mots-là, si vous ne les avez pas appris dans ce cours-là, vous ne pouvez pas les comprendre. Et donc, si vous n'avez pas suivi ce cours, vous ne pouvez pas comprendre ce que veut dire rétention secondaire et tertiaire collective. Ça ne veut dire quelque chose que pour les gens qui suivent ce cours. Mais tous les autres mots que j'emploie, en principe, plus ou moins bien sûr, ce sont des mots que vous comprenez tous, et vous les comprenez tous parce qu'ils sont dans cette sédimentation-là. Ils sont constitués par l'Hadès en tant que sédimentation de choses dont on se souvient parce qu'un tel l'a dit. Et parfois, juste Caroline et moi, nous nous souvenons de ce que Janine a dit, parce que Janine, c'est sa grand-mère, c'est-à-dire ma belle-grand-mère, et il y a qu'elle et moi qui le savons. Mais ça fait partie, c'est devenu notre humus à nous, notre sédimentation. Et il y a des choses qui sont partagées aujourd'hui quasiment par la planète entière, ce qui est nouveau d'ailleurs. Il y a très très peu de temps qu'il y a un humus vraiment commun. Ce sol sur lequel nous apparaissons, nous naissons, ou nous poussons comme du blé, et je vous rappelle que le mythe de Perséphone au départ c'est le mythe du printemps, c'est-à-dire c'est un mythe agricole qui essaye de faire comprendre pourquoi le blé revient tous les printemps. Eh bien ce sol, il nous faut, nous, les mortels, et c'est en ça que nous sommes des mortels et pas simplement des plantes, des grains de blé, il nous faut, pour que nous puissions pousser, apprendre à marcher dessus. Et quelqu'un doit nous l'apprendre. Nous n'apprenons pas à marcher tout seul. Ça doit nous être transmis. Et nous devons apprendre toute la vie, jusqu'à la fin de notre vie, à tout âge. Windows 7, par exemple, on peut apprendre à faire ses premiers pas à 70 ans passés avec Windows 7. Et on peut se faire aider d'ailleurs par la jeunesse. Et renverser la chose, c'est-à-dire tout à coup, c'est le gosse qui apprend au grand-père comment fonctionne Windows 7, je dirais moi aussi, plus volontiers, logiciel libre, etc. Bon, mais ça, peu importe. Les gens du logiciel libre ne font pas de publicité comme ça, ils ne mettent pas d'argent dans la publicité,
ça marche dans une autre logique. Quoi qu'il en soit, il nous faut apprendre à marcher, à parler, et à tout faire, à nous servir de Windows 7 ou je ne sais quoi. Et même, parfois, il nous faut apprendre à marcher sur la Lune. On avait vu ça l'an passé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sol lunaire? Husserl, dans un texte, demandait ça. L'Arche-Terre, c'est un texte magnifique de Husserl, qui s'appelle L'Arche-Terre ne se meut pas, dans lequel Husserl se demande, mais est-ce qu'on marche encore sur la Lune? Est-ce que ça va encore dire marcher sur la Lune? Bon. Je laisse la question de côté. Vous avez bien vu que c'est Prométhée encore là, qui est en jeu. Bon. Depuis le début de cette année, donc, et en reprenant les analyses du cours que j'avais fait l'an passé sur le banquet, je vous propose d'interpréter la question socratique de l'anamnésis, que l'on trouve dans Ménon. Apprendre, c'est se ressouvenir, anamnésis. Je vous propose donc d'interpréter cette question de l'anamnésis, qui pour moi est le fond indubitable de Platon. C'est-à-dire que quand on lit cette aporie de Ménon, et qu'on voit Ménon lui dire « Mais Socrate, ta vertu, tu ne peux pas la trouver, puisque tu ne peux pas la chercher, puisque si tu la retrouves, c'est que tu la connais déjà, donc tu ne la cherches pas, etc. etc. » Et là, Socrate répond « Ah non, ça, je ne peux pas laisser passer ça. À n'importe quel prix, et je t'empêcherai de dire qu'on ne peut rien apprendre. » Et qu'on ne peut en particulier pas apprendre quelque chose de vrai. Donc c'est un refus absolu du cynisme, parce que c'est une position cynique de dire qu'on ne peut rien apprendre. Hein. Cynique, ça veut dire qu'il ne croit rien. Celui qui dit qu'on ne peut rien apprendre, c'est lui qui ne croit absolument rien. Et donc la réponse de Socrate, c'est si on peut apprendre par l'anamnésis, t'as raison, je le savais déjà, d'accord, je le savais déjà, mais c'est quand même un apprentissage, ça s'appelle une anamnésis, une réminiscence. Et ça me donne accès à une aletheia. Vous comprenez maintenant pourquoi j'insiste sur le fait que aletheia veut dire sortie du léthé, c'est-à-dire de l'oubli. C'est bien aletheia, ça veut dire, si vous traduisez littéralement, ça veut dire réminiscence. Ce qui est sorti de l'oubli, c'est une réminiscence. C'est évident. Depuis le début de ce cours, je n'arrête pas de vous dire qu'il faut appréhender l'aletheia, la réminiscence comme vérité, à partir de ce que j'ai appelé la revenance des êtres extraordinaires. Je ne vais pas vous les montrer encore, mes êtres extraordinaires, où mon grand-père Frédéric, Janine Trochet, etc., sont là avec Orphée, Socrate et compagnie. C'est mon petit Olympe à moi. Hein. Et vous avez le vôtre, comme moi j'ai le mien. Parfois, d'ailleurs, il vous fait des tours, cet Olympe. Parce qu'ils sont méchants, ces dieux. Donc, parfois, ils viennent vous tirer les pieds, ils viennent vous casser. Alors, vous allez sur le divan du psychanalyste. Maman m'embête. Mais c'est pas ta maman, c'est la maman de ta maman. Ah bon? Et c'est pas de la tarte, hein, parfois, de se supporter les êtres extraordinaires qui constituent notre Olympe. Bon. Quoi qu'il en soit, nous avons des êtres extraordinaires. Il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, toujours pour nous. C'est ça qui fait que nous ne sommes pas des barbares. Qui fait que nous faisons la différence entre le profane et le sacré. Même si nous ne croyons pas en Dieu, ce qui est tout à fait mon cas, je vous le redis, et j'y insiste aujourd'hui lourdement, vous allez comprendre pourquoi, eh bien, vous faites la différence entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Donc vous faites la différence entre le profane et le sacré. Le profane, c'est ce qui est absolument ordinaire. Ce qui n'a absolument rien d'extraordinaire. Mais il y a de l'extraordinaire. Et l'extraordinaire, c'est ce qui revient. Ça s'en va et ça revient, etc. Vous voyez ? Même dans les petites chansons de Claude François, il y a quelque chose d'extraordinaire. Or, la revenance, ce qui revient, c'est le sujet du mythe de Perséphone. Vous nous l'avions vu, hein, elle dit « Tous les 9 ans, je fais revenir ceux qui, etc., etc. » Les héros, mais les héros, ça ne veut pas dire forcément Périclès ou Napoléon Ier ou Nicolas Sarkozy. Ça peut vouloir dire aussi, vous voyez, le voisin d'en face qui m'a beaucoup frappé, etc., etc. C'est ça qui va permettre
à Socrate de répondre à l'aporie de Ménon et de lui dire que s'il y a une possibilité d'anamnésis. Cette possibilité de l'anamnésis, elle existe. La preuve, les mystagogues, les prêtres, les poètes disent, ça revient. Il y a des choses qu'on sait d'avant mais qu'on avait oubliées, et ça revient. C'est de l'aletheia. Ces êtres extraordinaires, précisément, ce sont d'abord les poètes, pour Platon, qui, je vous le rappelle, voulaient être poètes. Ça, on le sait de toute certitude. Platon jeune, son rêve, c'était Agathon. C'est-à-dire d'aller au concours d'Olympie, etc., d'être acclamé comme le grand poète grec. Les poètes, à cette époque-là, chez les Grecs, c'était des personnages absolument considérables. C'était comme en... Vous savez, dans ce pays dont on nous dit qu'il n'y a que des pauvres gens et tout ça, qu'on appelle l'Iran. Les gens en Iran, ils adorent la poésie. Je ne suis pas sûr que ce soit eux, les pauvres gens. Enfin, c'est plutôt nous, à mon avis. Quoi qu'il en soit, oui, la Perse moderne. Quoi qu'il en soit, chez les Grecs, comme chez les Iraniens d'aujourd'hui, les poètes, c'est très important. Et donc, le premier dialogue conséquent de Socrate, enfin de Platon, je dis conséquent, c'est idiot de dire ça, parce que c'est idiot, je vous dis une bêtise. Hippias mineur, c'est aussi un dialogue conséquent. Tous les dialogues de Platon sont conséquents. Mais enfin, le premier dialogue dont je crois que la problématique platonicienne émerge, c'est un très ancien dialogue, le deuxième ou le troisième d'après les spécialistes, qui s'appelle Ion, je vous l'ai déjà cité, et où Platon parle de l'enthousiasme des poètes. Et où il nous dit les poètes sont possédés par la terre qui revient en eux, etc. Ce sont des êtres possédés. L'enthousiasme, c'est la possession. Donc un être extraordinaire, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est qu'il est habité par d'autres êtres extraordinaires, tout simplement. Il est une chaîne d'ions de transmission. C'est-à-dire que s'il est extraordinaire, c'est que quelque chose d'extraordinaire l'a frappé, qui ne vient pas de lui, et la chose extraordinaire qu'il a frappée a elle-même été frappée par une autre chose extraordinaire, etc. Et ça, ad libitum, à l'infini. Eh bien, ce que Platon disait des poètes dans Ion, l'an dernier, ce que nous avons vu, c'est que c'est aussi ce qui arrive aux philosophes dans le banquet. Dans le banquet, ce que nous dit Diotima, c'est que les philosophes sont frappés aussi par l'extraordinaire. Pas à travers la poésie, à travers les jolis garçons d'Athènes, par exemple. Extraordinairement beau, ce jeune homme. Mais le beau, par le beau en général. Il se trouve qu'à cette époque-là, la beauté, elle est incarnée surtout par les jeunes garçons. Et puis, c'est ce que nous dit encore Phèdre. Phèdre, qui est tout près de la République, qui est presque le discours de la République, mais pas tout à fait, qui vient après le banquet, en tout cas, ça c'est certain, nous dit, oui, les philosophes, ce sont des âmes possédées qui ont été frappées par l'extraordinaire. Mais d'abord, cet extraordinaire, eh bien, il vient non plus de sous la terre, mais du ciel. Il y a quelque chose s'est passé qui fait que d'un seul coup, dans Phèdre, l'extraordinaire ne vient plus du souterrain, d'en dessous, de l'Hadès, du sol des revenances tragiques, mais d'un seul coup, ça vient de là-haut. Est-ce que quelqu'un peut me prêter un stylo? Parce que j'en ai un, mais j'arrive pas à sortir, il est coincé dans... Merci. Merci bien. Alors, cet extraordinaire qui frappe les philosophes dans Phèdre, comme déjà dans le banquet d'ailleurs, c'est ce qui les fait tomber amoureux. Chez les philosophes, l'extraordinaire se présente sous la forme de l'amour. Thème chrétien d'ailleurs, même si là on parle d'éros et non pas d'agapé. Amour qui est la convergence, l'amour philosophique, l'amour au sens... Je ne parle pas de l'amour platonique d'ailleurs, je parle de l'amour philosophique. C'est, sous toutes ses formes, ce qui vient enthousiasmer le philosophe du fait de la convergence du vrai, du juste et du beau. Ce qui est beau est juste, et ce qui est juste est vrai. Et alors, quand un philosophe est vraiment philosophe, il tombe amoureux de cela, à travers parfois d'abord quelqu'un, qui va lui rappeler cette vérité que lui, le philosophe,
a rencontré ailleurs, et on va voir dans Phèdre qu'il l'a rencontré quand il était dans le ciel avec les autres âmes d'ailleurs, puisque maintenant les âmes sont plus sous terre, mais sont dans le ciel. Donc c'est la raison pour laquelle dans Phèdre, Socrate redit ce que Diotima disait déjà dans le banquet. Phèdre, c'est une espèce de répétition du banquet, mais avec un déplacement fondamental. Dans le banquet, tout ce qui habitait, ce qui venait de l'amour, par exemple, Alceste, vous vous souvenez d'Alceste? Elle qui s'est sacrifiée pour son amant, etc., etc. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle était sous terre. Comme Antigone d'ailleurs. Antigone va sous terre. Elle rejoint son frère sous terre. Elle se fait ensevelir. Bon. Le banquet, c'est pratiquement le même discours que le Phèdre, pardon, c'est pratiquement le même discours que le banquet. Sauf que, d'un seul coup, dans le banquet, c'était le monde tragique, c'était tout sous terre, les revenants, les fantômes, etc. Dans Phèdre, c'est tout là-haut. Tout se joue là-haut. Vous voulez dire quelque chose? Non. D'accord. C'est le stylo qui... Alors, c'est ce qu'on va regarder de près en lisant Phèdre. Je dois vous dire d'ailleurs que, je suis désolé, j'ai dû annuler une séance le 17 décembre parce que j'étais crevé. Et je sais qu'il y a des gens qui sont venus pour rien. Donc j'en suis vraiment désolé. Je ne sais pas s'il y en avait beaucoup, j'espère que non. Vous y étiez, vous? Il y avait beaucoup de monde? Non, je parle à la dame qui est derrière vous. 5, 6. Vraiment désolé pour vous. Surtout parce que donc, normalement vous n'avez pas dû... Parce qu'on avait envoyé un message quand même un petit peu avant. Donnez-nous vos téléphones. Qu'on ait une liste de où téléphoner. C'est surtout pour les personnes qui viennent de loin. Parce que s'il y a des gens qui font 50 km pour rien, c'est ennuyeux. Voilà. Donc donnez-nous une liste avant de partir. Comme ça, si jamais on est obligé de donner quelque chose, que vous ne fassiez pas d'automobile pour rien. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça d'ailleurs? J'allais... C'était de l'état d'en bas, mais d'en haut. Oui. Moi, je trouve ça très intéressant. Je ne sais pas si j'ai compris tout à fait, mais vous avez dit qu'il y avait les deux mythes principaux qui étaient Perséphone et Prométhéos. Oui. Et Perséphone, c'est l'enfer. Oui. Alors, souterrain. Oui. Et maintenant, tout d'un coup, il y a une chose qui s'en va vers le haut. Oui. Voilà, j'ai compris un peu ça. Oui. Alors, je vais y revenir. Mais c'est long, hein. C'est long et compliqué. C'est long et compliqué. Mais, donc, comment? Oui, c'est ça. Je cherche pourquoi je parlais de cette séance rapide. Oui, ah voilà, je sais ce que je voulais vous dire. Ça y est, excusez. Merci beaucoup, je retrouve maintenant. On va essayer de refaire une séance supplémentaire, voilà, pour remplacer celle du 17 décembre. J'ai dit on va essayer, parce que c'est un peu compliqué, parce que j'ai en ce moment beaucoup de travail. Mais on va essayer de le faire au mois de février. Mais, ce que je voulais vous dire là tout de suite, c'est qu'on ne lira finalement pas la République. Voilà. On n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps parce que Phèdre, bon, on lira un petit peu. De toute façon, on en a déjà un tout petit peu lu, mais on lira sûrement un tout petit peu le début du livre 7, mais finalement, on ne lira pas la République. Donc l'année prochaine, ça sera la République, le retour. Donc, la revenance de la République. Et plus, éventuellement, parce que ce sera peut-être la République et tes têtes. Voilà. Alors, nous sommes en train d'examiner ce dialogue Phèdre, qui est un dialogue charnière, vous avez bien compris. Phèdre, c'est quasiment la répétition du banquet, dans beaucoup de thèmes, l'amour et tout ça. Enfin bon, le banquet parle déjà de ça, hein, puisque le banquet célèbre la réussite d'Agathon à l'Olympe, hein, enfin, pas à l'Olympe, je dis n'importe quoi, aux Olympiades. Mais ça répète presque la même chose, mais à un déplacement près qui change absolument tout. Ce qui se passait sous terre se passe au ciel. Le philosophe, dans Phèdre, comme dans beaucoup de textes de Platon d'ailleurs, se trouve affecté et il devient extraordinaire dans la mesure où il est affecté. Il y a une question d'affect ici, hein, vous avez bien compris. Ce qui fait du philosophe qu'il est extraordinaire, c'est qu'il est affecté par l'extraordinaire qu'il voit partout.
Il voit de l'extraordinaire partout. Il est capable de s'étonner de n'importe quoi, dira Aristote au début de la métaphysique. Partout, il voit se manifester le beau, le juste et le vrai, parfois comme le contraire. Quand vous voyez quelque chose d'injuste, vous voyez le juste. Parce que pour pouvoir voir que la chose est injuste, vous êtes obligé de voir la justice, bien entendu. Quand vous voyez quelque chose de laid, vous voyez forcément le beau. Parce que sinon, vous ne le vivriez pas comme quelque chose de laid, vous le verriez comme quelque chose d'indifférent. Et si vous voyez, vous entendez quelque chose, quelqu'un dire quelque chose dont il vous semble absolument faux, forcément, vous êtes heurté parce que ça vient contrarier la vérité. Et ce qui est beau et juste est vrai, aletes, ça veut dire qui sort du latent. Pardon, j'ai pas mon téléphone, moi. J'ai pas pris mon téléphone. Ah, je suis désolé. Je n'ai pas de téléphone. Moi, je l'ai mis sur mon avion, ça ne doit pas interférer. Ça sonne toujours là? Ça sonne pas, ça s'est arrêté? Bon. Caroline, c'est la résistance qui écoute, ou je sais pas où elle est là toujours en train de vérifier. Le philosophe est affecté par ce qui sort de sa latence et qui sort et qui surgit comme aletes, c'est-à-dire comme quelque chose qui semble devenir évident, qui est évident, le videre, que vous voyez nécessairement. D'un seul coup, ça vous saute aux yeux. Évident, ça vient de vidéo, hein, voir, en latin. Je dis, moi, que c'est la question de la signifiance. La vraie question de la vérité, si j'ose dire, pour moi, que pose Socrate, c'est la question de la signifiance, en tant que cela désigne la signifiance, ce qui n'est pas insignifiant. Le philosophe, c'est celui qui vit dans un monde qui n'est pas insignifiant. Et de ce point de vue-là, il est extrêmement proche du poète. Et du prêtre, d'ailleurs, aussi. Hein. Du prêtre qui croit. Il y a beaucoup de prêtres qui ne croient pas. En tout cas, pas tout le temps. Et le philosophe, c'est celui qui a la capacité à affirmer que le monde fait monde, parce que le monde, il faut toujours qu'il se fasse, en cela même qu'il n'est pas insignifiant. Même à Auschwitz. Alors là, vous allez dire, il y va fort. Ben oui, j'y vais fort, et je tremble de dire une chose pareille. Mais je pense que c'est ça la question que pose Primo Levi. Lorsqu'il dit pourquoi il s'en est sorti. Parce qu'on lui demande comment il s'en est sorti. Ben bon, je ne vais pas vous parler de ça maintenant. Lorsque je dis que le philosophe devient extraordinaire, je dis bien qu'il devient extraordinaire, je veux dire que vous devenez extraordinaire. Car s'il y a une chose absolument certaine quant à ce que croit Socrate, c'est que tous, nous sommes philosophes. En puissance, dira plus tard Aristote. Sinon en acte. Beaucoup d'entre nous sont philosophes en puissance, mais ne passent pas à l'acte. Mais Socrate dit tout le monde peut passer à l'acte philosophique. Et moi, Socrate, je pratique le dialogue pour vous faire accoucher de votre capacité philosophique. La dialectique est une maïotique, dit Socrate. On reverra ça plus tard, l'année prochaine. Maïotique, voulant dire une capacité d'accoucher, de faire sortir de l'autre qui est en lui, par rapport à lui-même, et qui le dépasse, et qui est la revenance dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'anamnésis. Ça ressemble énormément à la psychanalyse. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vous parlerai de la psychanalyse. La maïotique que pratique Socrate dans le dialogue, qui est l'origine de ce que plus tard, à la fin de Phèdre d'ailleurs, Platon va appeler la dialectique, c'est la capacité à chercher et à trouver ensemble, dans un dialogue, toujours à deux ailes, mais aussi deux interlocuteurs. Je vous parlais des deux ailes tout à l'heure, maintenant je vous parle de deux interlocuteurs. Le mot d'aujourd'hui, c'est deux. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. C'est la capacité à chercher à trouver à deux ce qui est aletes, ce qui est vrai, et qui peut sortir du caché, du latent.
Mais ça n'a de sens, la maïeutique, que dans la mesure où cela suppose que tout être peut parler, peut dialoguer. Tout être humain, comme on les appelle aujourd'hui, tout être noétique, je dis plutôt, moi, parce que j'aime pas parler d'être humain. C'est pas intéressant pour moi, la question de l'être humain. Tout être noétique dans un dialogue, dans un véritable dialogue. Hein. Le moulin à parole peut produire beaucoup de choses qui ne sont pas du dialogue. Et dans le dialogue, tout être noétique peut s'individuer de manière extraordinaire. Et en fait, c'est la seule manière de s'individuer vraiment, d'ailleurs. On s'individue, c'est-à-dire qu'on devient qui l'on est, qu'en passant toujours par une dimension extraordinaire qui nous fait changer, nous extraordinariser nous-mêmes. On devient extraordinaire par le fait d'être affecté par l'extraordinaire. Par exemple, ça, le mont Everest. Par l'extraordinaire que sont aussi toujours le vrai, le beau et le juste. Je dis que vous êtes extraordinaire en tant que capable de philosopher. Pas seulement, hein, d'ailleurs. Il n'y a pas que la philosophie qui donne accès à l'extraordinaire. Ça veut dire que vous êtes capable d'être affecté par l'extraordinarité qui est de ce qui est alétès. Par exemple, l'extraordinarité de ce sommet, l'Everest. Je dis que vous êtes ainsi capable d'être affecté par l'extraordinaire et de devenir extraordinaire vous-même, comme Proust dit de Blaise Pascal que troublé, Pascal devient troublant et réciproquement. Tu te rappelles le vieux père Courvaux? C'était un prof. Je pense que c'était un prof curé d'ailleurs. Pourquoi est-ce que Pascal est troublant? Parce qu'il est blé, prononça M. Charlus. C'est une scène fort connue où Proust parle de Pascal. Pascal est troublé et donc devient troublant. Et pourquoi est-ce que Pascal est troublé? Parce qu'il est blanc. Bon. Remarquez que ce qui affecte ici le baron de Charlus, ou qui le frappe, c'est très proche de ce que dit Socrate à propos de Ion et de son enthousiasme. On est dans la même question. Dans Gorgias, qui est un dialogue qui date d'entre Ménon et Phèdre, Socrate fait converger le juste avec le vrai et le beau, et ce qui est juste est comme la beauté du vrai, si je puis dire. Ce que l'on entend par exemple dans la phrase « jouer juste ». Vous avez bien compris que quand on dit de quelqu'un qu'il joue juste, il est dans la vérité et dans le beau. Hein. Jouer juste, c'est être vrai et beau. Voilà. Jouer juste, ça ne veut pas dire simplement jouer exactement. Ça ne veut pas dire jouer exactement ce qu'il y a sur la partition, par exemple. Jouer exactement, c'est justement pas jouer juste. Ça ne veut pas dire que c'est jouer faux, d'ailleurs. C'est ne pas jouer. Jouer, c'est jouer. Et jouer, c'est pas l'exactitude qui fait que ça joue. Le jeu est au-delà de l'exactitude. Il ne suffit pas d'être exactement à la lettre de la partition, c'est-à-dire faire la note exactement comme par exemple le 440 Hz du La voudrait que ce La sonne comme ça à 440 Hz. Qu'est-ce que ça peut faire s'il est à 420 Hz ou à 475 Hz? C'est pas le problème. Ce qui est important, c'est de jouer dans l'esprit de la partition, c'est-à-dire dans l'esprit du compositeur, de l'écriture musicale, au-delà de la lettre, dans la revenance de l'esprit musicien, en interprétant la lettre de la partition. Et cette interprétation, c'est une possession par un esprit, qui est l'esprit de Ion, qui est l'esprit de Mozart aussi. Mozart est absolument possédé par cet esprit musical. Vous êtes extraordinaires. Et vous êtes tous philosophes en puissance, comme Mozart est musicien, non seulement en puissance, mais en acte.
Et vous êtes non seulement philosophe et musicien, mais grammairien en puissance, agriculteur en puissance, astronaute en puissance. Bref, vous avez toutes les possibilités quasiment interminables de ce que l'homme est capable de faire, y compris de ce qu'il y a de pire. Et vous êtes extraordinaire parce que vous êtes capable d'être extraordinaire, d'abord parce que vous êtes extrêmement ordinaire. Et très souvent en dessous de vous-même. Vous êtes mortel. Et c'est ça les mortels. Les mortels sont foncièrement exposés non seulement à la médiocrité, mais à la régression et finalement à la bêtise. Tout le monde fait des bêtises. Absolument tout le monde, et parfois de très grosses bêtises. Grosse Dummheit, dit Heidegger, à propos de lui-même. Dans un entretien qu'il donne, je ne sais plus en quelle année, dans un journal, il dit « Oui, j'ai fait une grosse Dummheit, une grosse bêtise. » Là, on voit la grosse bêtise de Heidegger. Mais vous êtes capable, vous aussi, de faire des tas de bêtises, plus ou moins grosses. Il en va ainsi parce que, nous allons le voir dans Phèdre d'ailleurs, nous sommes toujours à la fois Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ça veut dire que chacun has a bad side. Chacun a un mauvais côté. Everyone has a bad side. Vous avez tous de très mauvais côtés. À des degrés plus ou moins graves et affligeants, plus ou moins visibles. Mais fondamentalement, vous avez un mauvais côté. Si vous êtes très très fort, vous-même êtes capable de ne pas vous en apercevoir et de faire que personne ne s'en aperçoive. Mais vous avez un mauvais côté et vous marchez dessus. Et moi aussi, bien entendu, tout le monde. C'est ça un mortel. Et le point de départ de votre mauvais côté, c'est votre insondable paresse. La paresse devant la difficulté de s'élever. C'est dur de s'élever. C'est difficile de se faire à ce destin qui est celui de Sisyphe, que tous les matins, il faut remonter le caillou de la veille. Il est toujours retombé. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Parce que la nuit, ça vous repose, certes, mais tous vos démons reviennent. Il faut toujours tout recommencer tous les jours. Et ça, vous avez beaucoup de mal à l'accepter. Vous ne voulez pas le voir, et vous ne voulez pas lire l'évangile de Luc 6,41, qui vous dit qu'avant de vouloir enlever la paille que vous voyez dans l'œil de votre voisin, excusez-moi, vous connaissez tous ça, si vous connaissez une histoire du christianisme, c'est celle-là, commencez par considérer la poutre qui vous aveugle. Ça, vous ne voulez pas le savoir. Personne ne veut le savoir. Et pourtant, il faut vous y faire. Et ce n'est pas simplement le sujet de Jésus ou de Luc parlant de la vie de Jésus, c'est aussi le sujet de Socrate. C'est ça le sujet de Socrate. Cette irréductible bêtise qui commence par la paresse, c'est aussi une affaire de pharmacone. En fait, c'est une question de pharmacone. C'est pour ça que je dis qu'il faut lire les tragiques, et pas simplement les philosophes ou les chrétiens. Les tragiques, ce sont ceux qui disent tout ça commence avec le pharmacone. Le pharmacone, c'est-à-dire la technique que Prométhée nous a apportée, qui nous rend toujours plus intelligents, mais aussi toujours plus bêtes. Les deux en même temps. Et je vous signale que Mr. Jekyll and Mr. Hyde, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, c'est l'histoire d'un pharmacone. Je ne sais pas si vous avez lu cette nouvelle de Stevenson, mais je vous recommande de la lire, elle est très intéressante. Qu'est-ce que veut le docteur Jekyll ? Eh bien, il veut faire un médicament extraordinaire, etc. Mais il se trouve que ce médicament extraordinaire est diabolique, hein, et qu'il le transforme lui-même en un fou dangereux. Vous êtes, comme tout le monde, paresseux, prêt à vous laisser aller, à renoncer à être troublé, c'est-à-dire troublant. Vous ne voulez pas être troublé, c'est fatigant d'être troublé. D'ailleurs, c'est ce que dit, d'une certaine manière, Lysias. Il ne faut pas se laisser troubler par ces petits amoureux, ces gitons, comme on dit dans le monde moderne. Il ne faut pas se laisser... Non, il faut être indifférent. On les consomme, et on ne se laisse pas, on ne s'y attache pas. Et quand on a des amants, il faut avoir des amants indifférents aussi. Ça s'appelle la prostitution, hein, si on parle très clairement, on veut dire, bon, l'essentiel, c'est qu'ils banquent, qu'ils s'intéressent... Bon. Nous ne voulons pas être troublés.
nous nous en moquons de ne pas être troublants, nous nous contentons de l'ordinaire, et finalement nous sommes toujours prêts à régresser. Et ça donne la bêtise. La bêtise, je crois que c'est ce qui arrive à Platon lui-même, pas simplement à Heidegger, lorsque, entamant son revirement dans la République, il perd de vue, il oublie tout ce qu'il avait entrevu jusque-là. Quand je vous dis que dans la République, il y a un revirement, ça veut dire que dans la République, Platon devient bête. Et je pèse mes mots. Ça fait plus de 30 ans que j'y réfléchis. C'est la première fois que je dis ça. Mais j'ai bien réfléchi. Plus de 30 ans que j'y réfléchis. Ben je vous le dis maintenant, Platon devient bête dans la République. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi Platon devient bête dans la République. Parce qu'il a évidemment de bonnes raisons. Sinon, ça n'aurait aucun intérêt de comprendre pourquoi Platon devient bête. De même, d'ailleurs, que je ne voudrais pas dire que Heidegger a de bonnes raisons de porter la croix gammée, certainement pas. Mais il y a des raisons profondes qui vont pousser Heidegger à faire cette bêtise, et ces raisons sont vraiment profondes. Quand je dis qu'elles sont profondes, c'est qu'elles vous affectent, et moi aussi, comme Heidegger. Et vu qu'en plus 30% des Français trouvent que le Front National c'est bien, en ce moment, je pense que ça vaut le coup de vraiment se demander, mais qu'est-ce que veut dire être capable de devenir bête ? Comprenez-moi bien, d'ailleurs, je ne suis pas en train de dire que les gens, 30% de Français dont je viens de parler, sont bêtes et que vous et moi ne le serions pas, d'ailleurs. C'est absolument pas ce que je voulais dire. Justement pas. Ce serait trop facile. Le revirement, donc, de Platon dans la République, eh bien, c'est un virage, en fait, que prend Platon. Mais ce virage, il ne commence pas avec la République, il commence avec Phèdre. Et dont moi je soutiens de plus en plus que Phèdre date d'avant la République. Et c'est vrai que ce virage, il commence à le prendre, et alors vraiment à la corde, et c'est un virage en tête d'épingle, comme on dit, dans les rallyes du Monte-Carlo. Il prend le virage à la corde, c'est-à-dire qu'il fait un virage à 180 degrés, et il va aller exactement dans le sens contraire du sens dans lequel il allait jusqu'alors. Mais la boucle du virage, elle se prend non pas dans la République, mais dans Phèdre. Et la sortie du virage, elle se fait au livre 7 de la République. C'est là qu'on en sort. On sort de quoi ? De la grotte, c'est-à-dire du souterrain, et on va s'élever vers le ciel. Ce qui est très étonnant d'ailleurs, puisque je suis en train de vous dire qu'il y a deux très grands philosophes qui ont dit des bêtises, outre moi-même, qui ne suis pas un très grand philosophe, mais qui dit beaucoup de bêtises, comme tout le monde d'ailleurs, et comme tous les philosophes aussi. Eh bien, ce qu'il y a de très étonnant, c'est que Heidegger, c'est celui qui va identifier la bêtise de Platon. Moi, je dois absolument à Heidegger cette lecture que je vous propose de Platon. Si je n'avais pas lu question 2, ce qu'est la doctrine de la vérité de Platon, texte de Heidegger que je vous recommande de lire pour des cours qui vont suivre, je vous donnerai la référence tout à l'heure, je ne pense pas que j'aurais fait ce parcours, en tout cas comme je le fais aujourd'hui. C'est extraordinaire de voir Heidegger qui décrit la bêtise de Platon. Il ne dit pas que c'est une bêtise. Enfin, je pense qu'il serait presque prêt à le dire. Faire une bêtise tout à fait considérable, lui-même. Qu'est-ce que dit Heidegger ? Je vous le rappelle, c'est que aletheia, ça ne veut pas dire exactitude. Et que dans la République, le mot aletheia, qui venait de l'été, eh bien, va perdre son rapport au lété, au latin, et va devenir orthothèse. Orthothèse voulant dire exactitude. Qu'est-ce que c'est que l'orthothèse et pourquoi l'orthothèse n'est pas l'aletheia ? Pourquoi ce qui est exact n'est pas juste ? Eh bien, je vous donne un exemple tout à fait illustratif qui nous renvoie à la synthèse vocale. Ça représente le principe de fonctionnement très 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 général d'un programme qui a été développé dans les années 80 à l'IRCAM par un chercheur français qui s'appelle Xavier Rodet. Ce programme est très connu. Maintenant, c'est un objet préhistorique de la synthèse vocale, mais c'est le programme chant. Ce programme, il a permis de réaliser, en 1985, je crois, 4 ou 5, une synthèse, une voix absolument synthétique, une voix humaine absolument synthétique, pas du tout basée sur une voix humaine, et qui était capable de chanter l'aria de la Reine de la Nuit de Mozart,
de manière absolument parfaite. Moi-même, j'ai travaillé avec l'IRCAM à cette époque-là, et la personne qui m'a fait découvrir ça s'appelle Jean-Baptiste Barrière, c'est un compositeur, c'est aussi un penseur de la musique. Il m'a fait écouter cela et il m'a dit, tu vois, ce qui est extraordinaire, c'est que cette musique-là est absolument parfaite, mais totalement inaudible, insupportable. On ne peut pas supporter, si on aime la musique en tout cas, d'écouter Mozart chanter comme ça. Et donc, alors cette synthèse vocale, voilà ce qu'elle produit, elle transforme l'activité de la voix, on est capable de générer. Mais cette voix, elle a un très très gros défaut, c'est qu'elle n'a pas de défaut. Elle n'a aucun défaut. Et du coup, elle est insupportable. C'est pas du tout le chant des sirènes. Et du coup, l'IRCAM a mis des systèmes de transformation aléatoire, de défauts inscrits de manière aléatoire dans le système pour que ça ressemble à une voix supportable, à une voix de mortel. Ça, c'est très intéressant. Le revirement de la République, qu'est-ce que c'est? C'est de faire passer aletheia à orthotès. Et de dire, l'aletheia, ça devient l'exactitude. La vérité, ça devient l'exactitude. C'est-à-dire le calculable. C'est ce qui deviendra, à partir de Descartes, surtout, et de Leibniz, le calculable. La mathésis universaliste fondée sur le calcul. Et ça va conduire Platon dans la République à éliminer la passion. La vérité va devoir être coupée de la passion, c'est-à-dire de l'enthousiasme. La raison, le logos, ça va être ce qui n'est plus du tout, ce qui n'a plus rien à faire avec la passion. Donc, quand je vous dis que Phèdre, c'est le début du virage, dans Phèdre, tout a à voir avec la passion. Vous voyez bien dans Phèdre que le philosophe, il accède à l'aletheia que dans la mesure où il est affecté par l'extraordinaire. Comme dans le banquet, il est amoureux. Mais le philosophe de la République n'est plus du tout amoureux. C'est un gardien. Et on a presque envie de lui mettre un casque, des épaulettes et un fusil. Hein? Il est très très martial, ce philosophe. Il est très froid, il est très dur. Il n'est pas sympathique du tout. Du tout, du tout, du tout. Alors, voyons en détail ce qui se passe dans Phèdre. Au début de Phèdre, souvenons-nous. Au début de Phèdre, comme dans Ion qui date pratiquement de l'année de la mort de Socrate. Ion, c'est 399, 397. Bon. 20 ans plus tôt, autrement dit. Parce que là, ça fait déjà 20 ans que Socrate est mort à l'époque de Phèdre. Il a coulé beaucoup d'eau depuis Ion. Dans ce dialogue, donc, Platon nous dit, donc on n'est pas du tout encore dans le revirement, on amorce le revirement, mais il n'est pas accompli, loin de là, heureusement. Il nous dit que ce qui est bon, ce qui fait la valeur de l'âme, c'est son rapport au délire manichéen. Et il en appelle aux prophétesses, aux prêtresses, etc., etc. Vous savez, là, à ce stade-là, de Phèdre, on est au moment où Socrate a fait sa palinodie, comme on dit. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Si vous n'avez pas lu Phèdre, il faudrait absolument que vous le lisiez, parce que c'est vraiment nécessaire pour comprendre la suite. En tout cas, les pages que j'avais indiquées l'autre fois, je vous les redonnerai si vous le voulez. Qu'est-ce que c'est que la palinodie? Vous vous souvenez qu'au début du dialogue, Socrate rencontre Phèdre, à la sortie d'Athènes. Phèdre arrive, il est tout excité, il a entendu Lysias tenir un discours sur l'amour, un discours qui dit, mais il vaut mieux être aimé par quelqu'un qui vous aime pas, enfin, être aimé, c'est-à-dire être, je sais plus, possédé par quelqu'un qui n'a pas de passion pour vous, etc. Bon, autrement dit, là, vous voyez bien que Socrate va défendre l'amour-passion contre l'amour-consommation, si je puis dire, contre l'amour froid, contre l'amour-pulsion, contre l'amour Strauss-Kahn, si je puis me permettre. Et pendant une partie du dialogue, première partie du dialogue, Socrate va faire semblant d'être d'accord avec Lysias. C'est-à-dire qu'il va aller au bout du discours de Lysias, des arguments de Lysias. Parce que c'est la méthode de Socrate. Si on veut contredire quelqu'un, il faut d'abord complètement adopter son point de vue. On ne peut pas contredire quelqu'un si on n'a pas été capable de partager d'une certaine manière son raisonnement.
Donc il va aller au bout. Puis à un moment donné, il va dire, je vais faire maintenant une palinodie, c'est-à-dire, c'est une sorte de revirement, une palinodie, hein, d'ailleurs. Je vais prendre la position inverse. Et là, il commence sa palinodie. Il commence à dire à Phèdre, écoute, maintenant, je vais te dire ce qu'il faut vraiment penser de la question de l'amour. S'opposant donc à Lysias, maintenant, Socrate affirme que le délire de l'amant est pour l'aimer ce qu'il y a de plus précieux. S'il y a vraiment quelque chose qui est précieux pour l'aimer, c'est le délire de l'amant. Le vrai amant, c'est celui qui délire. Et c'est, je le cite, l'effet d'une faveur divine. Donc le délire est divin. Hein, on est tout près de la République, mais le délire est absolument divin. Et comme dans Ménon, ou comme dans le banquet, il fait appel aux prophétesses, aux prêtresses, aux mystagogues, par exemple la Pythie de Delphes. C'est là qu'elle était, la Pythie. C'est à cet endroit-là qu'un jour la Pythie a dit à Socrate, tu es le plus sage de tous les Athéniens. C'est là que ça s'est passé. Ah, cet endroit-là, ça existe cet endroit-là. C'est pas simplement du blabla philosophique. Il dit, c'est aussi ce que disent les prêtresses de Dodone. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? C'est aussi ce que dit la Sibylle. Là, elle est représentée par, comment s'appelle-t-il? Michel-Ange, voilà. J'arrive plus à répondre. Souvenez-vous que, donc, l'histoire qui commençait dans Ion, le délire, c'est la première fois que Platon en parle, c'est dans Ion, il s'agissait d'elle. Hein, je vous l'avais dit encore l'autre fois. La première fois où on voit Platon parler d'elle, c'est dans Ion. Et là, à nouveau, on va voir apparaître des ailes dans le Phèdre. Donc vous voyez bien qu'il y a des choses qui reviennent sans arrêt chez Platon, et qui se déplacent, qui se transforment, qui se réagencent. En passant par Phèdre, en remontant comme des saumons, de Ion, 399 avant Jésus-Christ, vers Ménon, puis de Ménon, autour de 390 après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 9 ans après Ion, vers le banquet, et enfin du banquet, vers 385, à Phèdre, puis de Phèdre à la République, vers 380. Je vous dis ça parce qu'il faut bien voir la séquence temporelle de tout cela. Il y a quelque chose qui se joue. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que le philosophe est devenu ailé. Je ne dirais pas angélique. Mais il lui pousse des ailes. Et tout à coup, ce philosophe auquel poussent des ailes, et je vous parle très littéralement, hein, c'est ce que dit Phèdre. Le philosophe, c'est celui qui, dans le dialogue, les ailes repoussent. Et on verra, d'ailleurs, c'est absolument incroyable, ces ailes se gonflent, comme un phallus. Et à un moment donné, elles projettent quelque chose qui ressemble à du sperme. Non mais vous avez bien lu, si vous avez lu là, c'est incroyable, le caractère érotique de la description, quand les ailes repoussent, on a l'impression que c'est une érection. C'est une érection philosophique. Ça ressemble vraiment à quelque chose de monstrueux, d'ailleurs. Et c'est une éjaculation conceptuelle. C'est tout à fait étonnant. Le texte, lisez-le de près, c'est un texte complètement sexuel, quoi, hein, avec des métaphores extrêmement sexuelles, mais en disant, non, tout ça, c'est purement... ça se passe dans le ciel. Ça nous emmène vers le ciel. Donc c'est une érection, oui, mais quelle érection? Une érection qui nous fait remonter. Remonter quoi? Remonter où? Remonter vers la lumière pure, qui nous fait quitter. Parce qu'en fait, ce que je vous décris dans le fait, ça va revenir dans la République. Et dans la République, au livre 7, ça va devenir l'ascension du philosophe hors de la caverne qui va sortir en plein soleil et qui va nous faire quitter quoi? Le monde pharmacologique des leurres, des illusions. Du souterrain d'ailleurs, parce que la caverne est un souterrain. C'est difficile ce que je vous fais faire là. J'en suis conscient. Moi aussi, j'en bave. Presque autant que vous. Qu'est-ce que j'essaie de vous faire faire? Ceci. J'essaye de vous faire faire ce parcours. Qu'est-ce que c'est ce parcours? Nous sommes là, nous. Nous sommes au XXIe siècle. Nous sommes après 2008. Nous sommes en 2012. Après 2008, après l'effondrement de l'économie américaine. En 2012, après l'effondrement de l'Europe. Dont un texte d'Alain Lipietz, il y a une semaine dans Libération, rappelait la teneur historique qui faisait très peur. Parce que Lipietz rappelait que Hoover, en 1932, a tenu un discours qui ressemblait très, très sensiblement à celui d'Angela Merkel.
et que ça engendrait Hitler en Allemagne. C'est vraiment une année qui va être très difficile. Nous sommes là, nous, pauvres de nous. Nous venons du consumérisme, dont M. Strauss-Kahn n'a toujours pas compris qu'il est temps d'en sortir. Nous sommes passés par la révolution industrielle. La révolution industrielle était fondée sur l'Aufklärung d'Emmanuel Kant et des grands philosophes français, qui eux-mêmes passent par la philosophie classique de Descartes. Descartes suppose la Renaissance et la Réforme, c'est-à-dire Luther. Tout ça vient de l'université de Bologne, du schisme d'Orient, de l'Égir au 7e siècle, de Byzance, de Constantinople, de Rome, et hop, nous arrivons à l'époque de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, eh bien, c'est 3 siècles et quelques après Aristote. Et puis là, nous remontons tout ça. Tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est une chute. C'est la chute qui nous a fait passer de Socrate à Platon. Et Platon, qui vient de Socrate, est lui-même passé par les sophistes, les présocratiques. Et si nous voulons comprendre tout cela, il faut remonter à Crète et à Mycène, et même au-delà, il faut remonter à l'époque préhistorique. Voilà ce que nous essayons de faire, nous, les pauvres saumons. Mais c'est rigolo d'être un saumon. C'est vachement marrant. De remonter le courant. De jouer dans les bulles. Hein? Nous devons en passer par là, et ce que nous représentons ici comme une chute, il n'y a pas que des chutes, il y a des moments où ça tombe comme ça, mais il y a des moments où c'est plus étal, ce sont des méandres. Ça serpente. Et nous serpentons comme des anguilles. Qu'est-ce que sont ces méandres? Ce sont les méandres de l'histoire occidentale, qui parfois sont effectivement torrentueuses. En ce moment, c'est torrentueux. Karl Polanyi, en 1944, écrivait « Un torrent d'événements s'abat sur le monde. » Ça s'appelle l'Occident. Et le marché. Et ce torrent, ça peut devenir comme, c'est ce que dit, comment s'appelle-t-il, le chanteur de Toulouse, là. Nougaro, à propos de la Garonne, c'est un torrent, dit-il, un torrent. Ce torrent